Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo, je partage le meilleur de la tech pour ton business. Dans cet épisode de podcast, je voudrais parler de ma stack parfaite pour me lancer en freelance. Si vous ne le saviez pas, je viens de quitter l'entreprise, la société que j'ai créée il y a 10 ans et dans laquelle je bossais depuis tout ce temps. Et donc je me lance en indépendant et je voudrais vous partager ma stack d'outils parfaite pour me lancer. Et je dis bien que c'est ma stack. C'est pas parce que c'est la mienne que c'est forcément celle de tout le monde. La première chose à faire avant de choisir des outils, c'est de prendre en compte ses propres particularités avant de se lancer tête baissée sur une liste qu'on aurait vue sur internet ou sur un épisode de podcast au hasard. Donc je vous invite vraiment à faire vos propres choix. Ici je partage les miens, si ça peut vous donner des idées, tant mieux, mais sinon prenez bien le temps de choisir. Alors j'ai divisé cette stack d'outils en 4 grandes parties. La partie numéro 1, c'est la partie bureautique. Ensuite, il y aura les outils marketing, les outils pour le suivi client, les opérations et toute la partie administrative, le plus chiant à la fin. On attaque tout de suite avec la partie bureautique. Moi, c'est simple. J'ai utilisé déjà des outils que je connaissais. C'est toujours ce que je conseille. Quand on se lance, il faut pas perdre de temps à réapprendre des nouveaux outils. Il faut aussi capitaliser au début sur des choses qu'on connaît. L'énergie qu'on va devoir dépenser au début, on doit la consacrer à 99% sur la recherche de clients et le fait de délivrer ses produits ou ses services. Tout le brouhaha qu'on va pouvoir mettre autour en plus, ça va nous ralentir. C'est pour ça aussi que dans les choix, c'est pas forcément toujours les choix les plus optimisés, même si là pour le coup la stack est quand même bien optimisée, c'est surtout les choix qui sont des no-brainers, qui m'évitent de trop penser et de me concentrer le plus possible sur les éléments essentiels quand on se lance, à savoir, je le répète, trouver des clients. Donc au niveau de la bureautique, la première chose, c'est la suite Google Workspace. La suite Google Workspace, c'est toute la suite bureautique de Google. Si vous connaissez Gmail, Google Agenda avec votre adresse personnelle, c'est la même chose, mais pour les entreprises. Donc moi, dans cette suite, j'utilise principalement Gmail. J'ai pas encore trouvé de client email qui me faisait révolutionner ma façon de faire. Autant sur le calendrier, j'en parlerai, j'ai enlevé Google Agenda parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux. Mais vraiment, il en faut avant que je change d'outil. Je parle beaucoup d'outils, mais j'aime bien aussi capitaliser sur des choses simples, des choses évidentes. J'ai la suite Google Workspace, je me mets sur Gmail. Je me mets sur Google Drive, Google Meet. Donc voilà, ce que j'utilise un petit peu dans la suite Google Workspace, c'est ça. Gmail, Google Drive pour stocker les documents, même si en réalité, je les stocke plutôt sur le CRM qui lui-même est synchronisé avec Google Drive, ce qui permet d'avoir les documents à un seul et même endroit, même si l'espace de stockage en lui-même est sur Google Drive. Ensuite, j'utilise beaucoup la suite Google Doc, Google Sheet, toujours dans la suite Google Workspace, bien entendu. C'est toute la partie documents, donc bureautique vraiment pure, Excel, Word, mais directement intégré à Google. Donc c'est des feuilles de calcul et des documents qui sont directement en ligne. Si vous avez besoin de les partager avec vos clients, c'est génial. Tout le monde connaît en plus, on a tous Google Doc, voilà. Après, c'est vrai que tout le monde connaît Word et Excel, mais en tout cas, c'est ce que j'ai choisi. Et j'utilise Google Meet à fond, mais ça, j'en parlerai juste en dessous quand je parlerai du suivi client et des opérations. Ensuite, pour la partie calendrier, parce que vous avez vu, j'ai pas cité Google Agenda volontairement, je suis passé sur Notion Calendar, c'est le petit nouveau de la stack. J'y suis passé que tout récemment, parce que pendant longtemps, je suis resté sur Google Agenda. Notion Calendar, avant, ça s'appelait Chrome Calendar. Ça apportait pas suffisamment d'éléments différenciants pour que j'abandonne Google Agenda. Certes, c'était joli, certes, c'était épuré, mais franchement, l'effort que ça me demandait pour changer d'outil ne rivalisait pas avec les fonctionnalités que ça apportait en plus. Alors que maintenant, depuis qu'ils l'ont intégré dans Notion, qu'ils l'ont appelé Notion Calendar, ça intègre les tâches Notion en plus au même endroit que votre calendrier. Donc en gros, vous mettez Notion Calendar, c'est Chrome, on va pas se mentir, c'est la même chose. Vous connectez votre adresse Gmail dessus, votre adresse Google, donc on l'a vu au-dessus, on a une adresse Google Workspace pour toute la partie bureautique, et ensuite il va synchroniser en fait vos rendez-vous Google Agenda, donc vous n'aurez plus besoin d'ouvrir Google Agenda, vous ouvrirez Notion Calendar, donc ça vous aurez votre calendrier pour tout ce qui est rendez-vous, etc. Et en plus, vous pourrez venir intégrer dans la même vue vos tâches Notion. Donc si vous gérez la partie projet sur Notion, la partie calendrier éditorial, je vous fais un petit teasing sur la suite de l'épisode, si vous gérez tout ça sur Notion, vous aurez au même endroit vos rendez-vous et vos tâches. Et ça, franchement, ça c'est bonheur. C'est-à-dire que pendant 10 ans dans l'agence que j'avais, on était sur Asana, et notre vrai problème, c'est d'avoir un calendrier sur Google Agenda de production, donc les interventions clients, et l'équivalent, la même chose concrètement,
concrètement, hein, c'était comme 2 gouttes d'eau, hein, de maintenir à la fois un calendrier de prod sur Asana et un calendrier de prod sur Google Agenda. Aucun intérêt. Alors à la fin, j'avais plus trop d'énergie pour faire ce genre de révolution, donc là, ça me laisse la liberté de mouvement, donc j'ai pu choisir l'outil le plus optimisé, donc Notion Calendar, pour tout avoir au même endroit. Petite mention vite fait, je suis sur OVH pour le nom de domaine. Bon, ça après, vous prenez ce que vous voulez, hein, franchement, ils font tous l'affaire. Idem, j'ai réduit la friction, parce que c'est vraiment un outil que je savais déjà utiliser auparavant, parce que j'avais géré toute la partie site web, etc. sur OVH, donc là, nom de domaine, j'ai pas réfléchi, c'était sur OVH. Je sais qu'on peut aussi prendre son nom de domaine sur Google en même temps qu'on crée son compte Google Workspace. Franchement, je le recommande pas forcément, je sais pas à quel point il y a un lien de dépendance qui se crée si un jour vous voulez changer d'outil bureautique et vous voulez virer Google Workspace. Est-ce que du coup vous serez obligé de migrer votre domaine? Voilà, ça peut rajouter encore des choses. Voilà, ça nous emprisonne et ça empiète sur la liberté de mouvement qu'on pourrait avoir dans le futur, parce qu'encore une fois, quand on se lance en freelance, on est tout seul. Mais je sais pas de quoi vous demain sera fait. Mais si vous devenez plus nombreux, que vous avez un collègue ou 2 collègues, il faut pouvoir avoir la possibilité, si on le souhaite, de changer d'outil, parce qu'un outil qui correspond à un freelance n'est pas forcément un outil qui correspond à une entreprise. Même si là, pour le coup, dans la stack, on se trompe pas trop. Donc OVH, pour terminer sur la partie bureautique, je pourrais ajouter un petit bonus en plus, mais là, ça me sert pas trop, c'est plutôt dans le marketing que je le rajouterais. Parce que quand on est indépendant, on n'a pas de collègues, donc il ne s'agit pas de discuter dans un Slack ou autre. Nous, on était sur Discord pendant 10 ans. Non, pas pendant 10 ans, on a eu à peu près Slack pendant 6-7 ans peut-être, et Discord pendant 3 ans. Il y a toujours Discord a priori. En tout cas, quand je suis parti, il y avait toujours Discord. Mais là, je le mets pas dans bureautique parce que on discute avec personne à part avec les clients, mais on se cale plutôt sur leur système à eux que le nôtre. Je mettrais plutôt Discord dans marketing. C'est un outil marketing plus qu'un outil de communication. Ensuite, justement, transition parfaite pour parler de la section marketing, la section numéro 2. Alors, première chose, j'utilise Bento pour le site vitrine. En fait, réellement, j'ai pas vraiment de site vitrine. Je voulais pas me prendre la tête à en créer un, donc j'en ai pas fait, tout simplement. Ça me prenait trop de temps de faire un site, ça sert à rien. Donc j'ai juste fait un beau profil sur Bento. Bento, si vous connaissez pas, c'est un peu l'équivalent de Linktree, mais en beaucoup mieux, qui a été racheté par Linktree d'ailleurs, et en beaucoup plus stylé. Donc en gros, j'ai fait un profil Bento pour Baptiste à titre perso, donc c'est mon URL que je mets sur mes réseaux sociaux, et un Bento pour le mémo. Le mémo, c'est toute la partie média, donc YouTube, la newsletter, etc. que j'ai mis sur le mémo. Désolé pour le bruit du micro. Donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, il y a peut-être les liens en description de l'épisode de podcast, et si vous écoutez cet épisode sur la newsletter, tout le détail est en dessous. Donc vous pouvez aller voir les liens Bento, franchement ça fait l'affaire. En 2024, je suis plus trop certain qu'on ait besoin d'un site web en tant que freelance, je suis même plus trop certain qu'on ait besoin d'un site web en tant qu'entreprise, en tout cas au début quand on se lance. Bon après ça c'est mon avis personnel. Ensuite, j'utilise Substack. Donc Substack pour les newsletters, le blog, le podcast. Donc vous écoutez ce podcast grâce à Substack. C'est un hébergeur aussi de podcast, gratuit en plus. Donc j'ai mis tout ce qu'on pouvait mettre dans Substack. Le blog, les notes. Les notes, c'est l'équivalent des tweets. Là, en ce moment, chaque soir, je publie une petite note sur ma série From Agence to Freelance, donc je détaille jour 1, jour 2, jour 3, donc là on est aujourd'hui jour 4, donc ce soir j'aurai ma petite note jour 4, et puis comme ça si j'ai besoin de faire ma newsletter, j'ai juste à reprendre mes notes de la semaine, et ma newsletter elle est construite, c'est parfait, elle est parfaitement construite, et c'est parfait. Donc Substack pour toute la partie blog, site, voilà, ça remplace un peu le site aussi, un croisement entre le Bento et le Substack, c'est le combo qui marche bien franchement, c'est facile à déployer, les gens ont l'habitude de lire du contenu dessus. Il y a un côté premium sur le style d'écriture, ça renvoie une bonne image, franchement, parfait. Ensuite, en marketing, j'utilise Malt, c'est la plateforme de freelance. Alors je mets cette plateforme de freelance dans l'outil marketing, parce que oui, c'est un outil d'acquisition client comme un autre. Il faut bosser son profil, il faut être malin sur les choix SEO, donc oui, j'utilise Malt pour pouvoir rapidement trouver des clients avant que la stratégie inbound marketing puisse prendre le relais, parce que j'ai pivoté là depuis 5 jours. Avant, ma stratégie de contenu, elle n'était pas du tout orientée pour ce qui est ma zone de génie, à savoir stratégie marketing et commerciale. C'est ce que je propose en freelance d'ailleurs, j'aurais peut-être dû préciser avant de commencer. Mais mon contenu jusqu'à présent, il était plutôt orienté tech, outils, et du coup j'ai dû pivoter, donc ça veut dire que l'audience que j'avais me connaissait pas forcément sous l'axe marketing, alors que c'est ce que je fais depuis 10 ans, c'est mon métier en fait. La tech c'était vraiment pour pousser plutôt des personas autour de ce qu'on faisait chez BLC. Maintenant j'ai dû pivoter pour adapter par rapport à ce que je fais là sur cette nouvelle activité là. Donc j'ai choisi Mal, ça permet d'avoir des clients, et puis donc alerte spoiler sur la newsletter de dimanche, parce que oui, j'écris une newsletter sur les coulisses de cette aventure, je vais pas vous saouler sur la newsletter du vendredi le
mémo avec tous les coulisses. Il y a une newsletter dédiée pour ça, n'hésitez pas à aller vous abonner, il doit y avoir le lien en description. Et donc alerte spoiler, grâce à Malte, j'ai déjà eu 2 missions en l'espace d'une semaine, donc c'est plutôt cool, ça confirme un peu mon choix de m'être mis sur Malte pour avoir des clients tout de suite. Alors après, je sais pas si Malte, lorsqu'on crée son profil, il a pas tendance à pousser le profil un peu tout en haut de la pile pour rassurer les indépendants qui se mettraient dessus que ça fonctionne, et après de ralentir un peu la voilure. Je ne sais pas, est-ce que c'est une stratégie de leur part? Je sais qu'il y a certains sites qui font ça. Est-ce qu'ils ont utilisé les mêmes astuces? Bon, à voir, en tout cas pour le moment ça marche plutôt bien, donc je vais utiliser Malte. Ensuite, j'utilise Notion. Notion, on va le retrouver plusieurs fois dans cet épisode, dans plusieurs sections différentes. Là, on est dans la section marketing. Donc, dans la section marketing, Notion, je l'utilise pour tout le calendrier éditorial. Ma stratégie pour trouver des clients, c'est de produire du contenu. C'est exactement la même stratégie que je fais depuis 10 ans. Stratégie inbound marketing, je produis du contenu, même si là, pendant les premiers jours, les premières semaines, je vais devoir faire un tout petit peu d'outbound pour tout de suite trouver des clients. Donc outbound, c'est prospection entre guillemets. Donc Malte fait partie de l'outbound dans un sens, c'est un mix puisque c'est pas vraiment de l'outbound, mais bon, ça fait partie d'une stratégie active en fait. Mais je vais devoir rapidement faire plus de contenu pour que on me connaisse encore plus avec l'axe éditorial du contenu marketing et commercial. Et donc j'organise tout mon calendrier éditorial sur Notion, c'est vraiment génial pour ça, surtout depuis qu'il y a le calendrier Notion Calendar, puisque j'ai au même endroit les tâches que je dois faire pour les clients, mes rendez-vous parce que c'est un agenda, et les tâches du calendrier éditorial, et c'est vraiment chouette. J'ai fait un super template où j'ai à la fois une tâche où je peux lui mettre une date de réalisation et une date de publication différente, donc elle est à 2 endroits dans mon Notion Calendar. Ça, je sais que si vous publiez du contenu à titre perso, vous savez de quoi je parle. On fait par exemple le tournage d'une vidéo, là le 8 février, mais on va la mettre en ligne la semaine prochaine. Donc si vous mettez votre tâche comme cochée, vous saurez pas qu'il faut la mettre en ligne, ou si vous la mettez en ligne tout de suite. Mais moi je fais pas ça. Je fais le tournage, le montage, et la mise en ligne, les chapitres et la miniature, je la fais le jour où je dois mettre en ligne. C'est ma façon de faire, donc il faut impérativement que j'ai et une date de réalisation de la tâche et une date de publication. Donc j'ai bossé un petit template, d'ailleurs il est disponible sur Gumroad, n'hésitez pas à aller le télécharger. Peut-être qu'il y a le lien en description, mais en vrai, de façon certaine, il y aura le lien en description de toute façon de la version écrite de cet épisode de podcast, donc la newsletter. Et là-dessus, il y a tous les liens. Aucun lien n'est sponsor, aucun lien n'est affilié. Je partage juste les outils auxquels je crois et les outils que j'utilise. C'est le plus important, pas ceux qui me font gagner de l'argent. Même si ça m'arrive d'avoir des liens sponsorisés, des liens affiliés, c'est d'abord parce que je crois au logiciel et pas d'abord parce qu'ils me font gagner de l'argent. Petit disclaimer qui a son importance tout de même. Quelques outils en vrac comme ça. Canva pour le graphisme, classique, vous connaissez, j'en dis pas plus. DaVinci Resolve pour le montage vidéo, forcément. C'est un outil auquel je crois beaucoup. En plus, il est gratuit, donc c'est génial. OBS pour enregistrer les vidéos. Donc pour enregistrer des vidéos pour la chaîne YouTube, j'utilise OBS. Et après, pour des vidéos comme ça... snacking un peu on va dire à la volée pour les clients ou des petites choses comme ça, j'utilise Clap, mais ça j'en parlerai après, je me prends pas la tête. OBS ça rajoute une toute petite friction parce que il faut enregistrer la vidéo, la monter, l'héberger. Clap, vous avez tout déjà qui est fait, donc ça réduit la friction, même si vous démarrez sur YouTube, Clap ça fait l'affaire. C'est vrai que moi ça fait quand même 10 ans que je fais des vidéos YouTube maintenant, donc je me suis rajouté des petites frictions, mais volontairement en fait, parce que j'ai l'habitude en fait. Et bien sûr, au niveau des outils, j'utilise YouTube et LinkedIn pour publier du contenu et Discord pour publier du contenu, mais ça, c'est pas vraiment des outils, mais plutôt des plateformes de diffusion. Ensuite, on passe sur la section commerce. Déjà 14 minutes. J'essaie d'enchaîner pour essayer de délivrer le plus de valeur sans qu'il y ait de blabla. Section commerce. Alors, j'utilise comme CRM, attention, roulement de tambour, Pipedrive. Mais j'utilise pas Pipedrive par choix. En fait, si, j'utilise Pipedrive par choix, mais surtout que j'ai un biais. En fait, lorsque je vais vendre mes services en stratégie marketing et commerciale, souvent les clients à qui je vais m'adresser, ils vont avoir Pipedrive ou HubSpot, peu importe, je connais les deux, on s'en fiche. Du coup, je préfère d'autant utiliser, je vais devoir, donc tout ça pour dire que je vais devoir prendre un compte Pipedrive, puisque je vais devoir faire des tests, etc., avant de pouvoir délivrer les idées que j'ai pour mes clients dans leur CRM à eux. Donc pour faire des tests, il va me falloir un compte Pipedrive. Donc quitte à prendre un compte Pipedrive, autant prendre un compte Pipedrive et l'utiliser. Mais en réalité, si j'avais pas ce biais-là, et si vous vous lancez et que vous n'avez pas de biais lié au CRM comme je peux l'avoir, regardez plutôt du côté de Folk CRM.
C'est beaucoup mieux, beaucoup plus limpide, beaucoup plus adapté aux freelances, aux solopreneurs, ça va plus vite, c'est mieux intégré à LinkedIn. C'est vraiment pour moi l'outil qu'il va falloir surveiller en termes de CRM. J'en ai parlé plusieurs fois sur cette newsletter et ce podcast. C'est pas un hasard. J'aurais bien aimé me lancer là-dessus, mais en réalité, j'ai dû prendre un compte Pipedrive. Donc, puis aussi, bon, j'ai l'habitude depuis 8 ans, à peu près 8-9 ans qu'on est sur Pipedrive et qu'on était partenaire Pipedrive. C'est vrai que j'ai l'habitude, donc ça réduit aussi la friction de comprendre comment fonctionne un CRM que je maîtrise moins. Même si pour le coup Folk c'est quand même assez simple et c'est aussi ce qui fait son intérêt. Ensuite, quand je propose mes dispos pour un rendez-vous prospect, un peu l'équivalent de Doctolib pour les freelances, en général on utilise Calendly, et ben moi j'ai pas utilisé Calendly, j'ai utilisé Calcom, déjà parce que je trouve que c'est mieux, l'interface est vachement plus sympa, et ensuite pour une raison très claire, autant l'interface c'était pas un choix décisif, autant l'autre raison que je vais vous évoquer, oui c'est un choix décisif. En fait, si vous voulez vendre des coachings depuis votre outil de prise de rendez-vous, et que vous voulez le faire sur Calendly, il faut prendre la version payante de Calendly pour pouvoir brancher Stripe dessus. Moi je voulais pas. En fait je voulais essayer aussi de rationaliser le plus possible les coûts. Parce que quand on se lance en freelance au départ, on n'a pas forcément un budget illimité versus une agence. Donc j'ai pas pris Calendly parce que ça m'aurait obligé à prendre la version payante. J'ai pris Calcom, j'y ai branché mon Stripe et je peux proposer mes coachings avec une super interface. Franchement c'est crème, c'est vraiment le must du must. Et en plus de ça, je n'ai pas besoin de prendre la version premium. Ensuite, pour la partie devis, etc., pour faire des devis aux clients, Conto c'est une banque, mais c'est aussi un outil qui sert à faire des devis. Donc j'utilise Conto pour la banque, j'en parlerai après dans la partie administrative, mais je fais aussi mes devis sur Conto. En réalité, au début, je vais surtout faire mes devis sur Malte, même si c'est des clients qui me contactent sans passer par Malte, donc je paierai une commission moins élevée, mais j'irai quand même les délivrer sur Malte. Pourquoi ? Parce que au début sur Malte, il faut se faire connaître, il faut montrer qu'on a des missions. Donc si je détecte des missions de mon côté, j'irai les référencer sur Malte, je paierai un taux réduit de 2% de commission, et en plus de ça, ça m'évitera d'aller chercher les sous, d'avoir des relations financières. Quand la mission est acceptée, le client charge le budget de la mission sur Malte, quand la mission est terminée, vous avez les sous, et vous payez que 2% si c'est vous qui apportez les missions à Malte, et 10% si c'est Malte qui vous trouve les missions. Donc je trouve que c'est assez fair, et je joue le jeu de Malte, voir jusqu'où ça peut me mener. Donc là, j'ai des clients aussi que j'espère signer en direct, plutôt en régie, parce qu'avec des projets super intéressants en plus, big up s'ils écoutent le podcast, ils se reconnaîtront, j'en suis certain, et j'aimerais effectivement, ils le savent peut-être pas encore, mais si on s'entend sur la mission, je leur enverrai un lien Malte, pour eux ça changera rien, le prix sera le même, la commission elle est sur moi. Donc pourquoi j'en étais à dire Malte, oui je parlais de Conto, pardon, et je fais les devis sur Conto, mais en réalité pour le moment je les fais sur Malte, jusqu'à ce que je sois suffisamment connu pour avoir mes propres clients, sans avoir besoin de la plateforme Malte, parce que c'est une stratégie temporaire pour moi. Ensuite on passe sur le suivi client et les opérations. C'est toute la vie d'une opportunité, après qu'elle ait été validée avec un client, il faut la délivrer, il faut l'exécuter. Pour ça, moi, je vais utiliser Notion. J'avais déjà parlé de Notion avant pour suivre le calendrier éditorial. Ça peut servir à plein de choses. Ça peut même servir de CRM. Je pense que je l'aurais utilisé comme CRM d'ailleurs aussi. Ça m'aurait permis de tout avoir au même endroit. CRM, marketing et opération. Franchement, ça marche très bien. Si vous n'avez pas besoin de faire du SDR dans votre CRM, vous mettez sur Notion, ça roule. Et donc là, Notion, à cette étape-là, je vais l'utiliser en créant un petit projet. Alors, je vais pas monter une usine à gage, je crée juste une page que je rattache à un client dans Notion. J'ai créé une base de données client, une base de données projet. Donc, dès qu'une mission est signée, je crée une petite page projet. À l'intérieur, je viens mettre toutes les idées, tous les replays de visio, toutes les petites vidéos, les tâches en cours, le suivi de l'avancement au global, et comme ça le client a un espace unique où il peut tout retrouver. Les replays, les notes, les idées, les tâches à faire et tout. C'est vachement bénéfique pour avoir une expérience client au top. Justement pour les replays de visio, je fais les visios sur Google Meet parce que c'est intégré avec la suite Google Workspace et que c'est en général l'outil le plus répandu, ce que les gens utilisent le plus en tout cas dans la cible de clients que j'ai. Et j'y adosse un petit Clap. Clap, c'est un outil qui permet d'enregistrer les replays de ces visios. C'est un peu l'équivalent d'un TLDV qui est plus connu et que j'ai souvent évoqué sur cette chaîne, mais je préfère Clap et vous allez voir pourquoi. Clap, c'est C-L-A-A-P, il y a 2 A au milieu. C'est un outil auquel je crois beaucoup parce que c'est un outil où il y a une team francophone, je crois, voire française. Je crois que c'est une team française, donc vraiment hyper excité. Même titre que d'autres outils que j'utilise, Folk CRM, pareil. J'aime bien s'il y a des outils francophones ou français.
essayez de les utiliser le plus possible. Je dis Folk, mais j'utilise Pipedrive. Mais encore une fois, si j'avais le choix, j'aurais pris Folk. Pardon, je me perds un peu. Clap, c'est l'outil qui permet d'enregistrer ses visios et d'enregistrer des petites vidéos un peu snacking façon Loom. Donc en gros, vous avez à l'intérieur d'un même outil pour $10 l'équivalent de Loom et TLDV. Si vous vouliez faire la même chose sur Loom avec la stack Loom plus TLDV, déjà ça ferait 2 outils, donc c'est chiant. Et en plus de ça, ça ferait 40 ou $60 je crois, rien que pour ces 2 usages-là. Et en plus de ça, votre client devrait aller dans 2 endroits pour voir et les vidéos snacking que vous feriez et les vidéos de replay, de visio. Donc franchement, il n'y a aucun intérêt, c'est même pas pour le prix. Alors oui, c'est pour le prix aussi, c'est le bonus, mais c'est surtout pour l'expérience utilisateur et l'expérience client. Ensuite, on passe sur la dernière partie, pas des moindres, même si c'est peut-être la moins intéressante, elle a quand même sa place, c'est la partie administrative. Donc j'en parlais, je suis chez Conto pour la banque, mais ça me sert aussi de logiciel de gestion, logiciel de facturation. Je fais mes devis, mes factures dessus, même si je disais qu'en réalité pour le moment j'étais sur Malte. Si vous avez des clients en direct, vous pouvez faire vos devis, vos factures dans le même outil qui vous sert de banque, dans la même banque, dans votre banque en fait. Donc ça c'est plutôt pratique pour éviter de démultiplier les coûts et prendre un penny lane qui serait overkill, surtout si vous avez déjà un cabinet comptable. Franchement, vous le mettez sur Conto, il y a un accès cabinet comptable et ça marche très bien, c'est ce que je fais. Et ensuite, le dernier, pas des moindres, il s'agit d'Alan pour la mutuelle, parce que quand on passe indépendant, on doit payer sa propre mutuelle, et puis Alan, c'est ce que j'utilise depuis toujours. C'est peut-être pas forcément le moins cher, mais au moins c'est un no-brainer, c'est simple, c'est rapide à exécuter, et ça a le mérite d'être là et d'être facile, donc ça réduit la charge que je vais devoir passer pour la partie paperasse. Voilà, un bon tour de la stack que j'utilise. Encore une fois, c'est ma stack. Faites bien vos propres choix à vous. C'est hyper important de mesurer les besoins que vous avez, de pas suivre bêtement et méchamment des conseils que vous auriez écoutés sur un épisode de podcast quelconque. Là, pour le coup, la stack, elle est bien resserrée, elle est bien affûtée. Vous pouvez y aller et vous en inspirer, mais revérifiez quand même bien avec vos enjeux à vous. J'espère que ce petit épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à voir la newsletter, allez voir la newsletter, si vous avez des commentaires et si vous voulez me partager votre stack à vous, s'il y a des choses que je peux améliorer dans la mienne, partagez-moi vos bons conseils, on peut se retrouver soit en commentaire de la newsletter, soit vous pouvez mettre des petits commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée si vous l'écoutez sur Apple ou sur Spotify. Et j'ai aussi un serveur Discord où on papote un peu de tech comme ça, toujours pour le bénéfice de votre business. Moi je vous dis à la semaine prochaine.